porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu. Bonjour, monsieur Bonjour. l'ex-député. Voilà, c'est ça. Sortant. C'est député sortant, c'est comme ça qu'on dit. Dans les, On- dans les grandes gueules, tout à l'heure, on parlait de ce viol collectif qu'a subi cette jeune ado de 12 ans, avec en plus l'antisémitisme en toile de fond. Et Marine Le Pen, hier, dans sa réaction sur Twitter, a fait un lien avec le climat politique et avec l'extrême gauche, en disant que l'extrême gauche avait favorisé l'antisémitisme en France. Est-ce que c'est pas quand même un peu facile? Est-ce que c'est pas de la récupération politique? Je sais qu'on est en campagne et tout est permis, d'un drame qui est horrible, mais pour l'instant, on n'en connaît pas forcément les tenants, les aboutissants. Non, c'est pas facile. Il y a, au-delà d'ailleurs d'avoir une pensée pour cet enfant, c'est une enfant, hein, à 12 ans, on est une enfant qui a été violée sur fond d'antisémitisme. 70% des atteintes religieuses dans notre pays sont tournées vers nos compatriotes de confession juive. 70%, alors qu'ils représentent, je crois, 1% de la population. Donc on voit bien que les violences religieuses dans notre pays sont tournées vers nos compatriotes de confession juive. Pourquoi Dans notre pays, l'antisémitisme a toujours existé. C'est regrettable, c'est Il était plutôt condamnable, d'ailleurs c'est de scandaleux, droite. et il vient probablement effectivement de deux familles politiques qui étaient l'extrême droite et l'extrême gauche historiquement. Aujourd'hui, l'extrême droite ne représente plus personne. Les partisans d'un antisémitisme d'extrême droite, tant mieux, heureusement, ne représentent plus personne. Vous avez quand même des problèmes avec certains de vos, non, mais- vos candidats mais qui ont été exclus. Il y a eu deux non, candidats mais- qui viennent d'être exclus, hein, mais Monsieur deux Truchot, candidats RN, on pour juge des propos antisémites. on juge la sincérité d'un leader politique à ses actes. Lorsque quelqu'un ne se comporte pas bien, en tous les cas c'est le cas au Rassemblement national, il est immédiatement sanctionné dans la minute. Pas pendant des mois, des tergiversations. On se demande pour à la fin, comme la France insoumise, laisser des candidats aux propos épouvantables devenir possiblement des législateurs. La gauche porte une énorme responsabilité, l'extrême gauche, mais la gauche aussi, puisque maintenant ils sont alliés et quelque part sous le joug de la France insoumise, porte une énorme responsabilité dans la situation actuelle. Quand vous laissez dire pendant des mois, tenir des propos, des plaisanteries, des sous-entendus, Jean-Luc Mélenchon qui disait de Yael Braun-Pivet qu'elle allait camper à Tel Aviv. Enfin, la litanie, je ne vais même pas la rappeler, chacun le sait, beaucoup de grands intellectuels dans notre pays, qui sont évidemment pas proches du Rassemblement national, le dénoncent d'ailleurs dans une tribune aujourd'hui. La litanie des propos de l'extrême gauche antisémite, eh bien aujourd'hui, libère une parole, influence une jeunesse. Ils ont un rapport très direct via les réseaux sociaux sur un électorat jeune. J'entendais le rabbin Delphine Horviller sur BFM dire que les jeunes étaient des éponges. Cet électorat jeune a entendu les discours, les sous-entendus, les amalgames épouvantables de la gauche LFI et les a fait siens. Ils ont voulu importer, densifier le conflit israélo-palestinien, on l'a vu pendant la campagne des européennes en France. Ils en ont fait un élément de clivage. Pourquoi à la fin? En fait, c'est pour obtenir des voix de gens qui se sentent aujourd'hui... Et du coup, ça produit ce viol. bah, ça crée, Ça infuse une ambiance, ça infuse une dans les atmosphère. esprits, puisque la première chose, je suis désolé d'en venir sur ces points de l'enquête visiblement, la première chose qui a été dite à la jeune fille, c'est « tu nous as menti, tu étais juive et nous ne le savions pas ». Et ensuite, elle a été violée. Et donc, ça veut dire qu'il y a en France des gens qui, parce qu'ils sont juifs, déjà se sentaient menacés, déménageaient. Je rappelle que la Seine-Saint-Denis a vu partir des milliers de nos compatriotes juifs, mais aujourd'hui, qui cachent leur religion. Vous savez, moi, je suis attaché à des choses simples dans la vie. On a le droit de croire ou de ne pas croire, et de croire en ce qu'on veut. On a le droit de manger ce qu'on veut. On a le droit d'aimer qui on veut. Mais en être dans un pays où, parce qu'il y a une parole et une violence politique telle portée par des mouvements politiques comme la France insoumise qui amènent des gens à devoir se planquer, les propos sur les homos, c'est pareil, tout ça naît d'un obscurantisme, du relais d'un obscurantisme. Des candidats de LFI... C'est quoi les propos Madame bah, il y a eu Bentoussi, voilà, Amal Madame Bentoussi. Bentoussi qui dit oh, bah, si la Rappelez. religion, sous-entendu l'islamisme, parce que moi je réduis pas la religion musulmane d'ailleurs à ça, si la religion permet d'être homophobe, bah, on peut pas en faire le procès, c'est pas très grave. Mais enfin, est-ce qu'on se rend compte que finalement ils additionnent peu à peu les catégories qu'ils montrent du doigt et ils fracturent notre pays Non, bah, et voilà, ils libèrent des actes. On est quand même à front renversé. C'est aujourd'hui donc le Rassemblement national qui défend les juifs et Oui, la communauté LGBT. Mais monsieur,
On n'est pas à front renversé. Quand on est attaché, moi je viens de vous dire ce à quoi j'étais attaché. Quand on est attaché aux libertés, à ce que chacun puisse vivre comme il l'entend, eh bien, on doit défendre ceux qui sont menacés. Et aujourd'hui, mais Marine Le Pen l'a dit il y a très longtemps. Il y a très longtemps, il y a 10 ans, elle disait il y a des quartiers en France où être une femme, être un juif, être un homosexuel n'est plus possible. Nous y sommes. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui se dire que demain, une majorité dans laquelle siégerait Monsieur Poutou, qui est à la tête d'un mouvement politique qui est poursuivi pour apologie du terrorisme, Madame Bentoussi, qui a des propos homophobes, ou des leaders de la France insoumise qui refusent de qualifier le Hamas de terroristes, et qui est des candidats dont on découvre chaque jour un fichier S. Est-ce qu'on a envie d'une majorité pour notre pays? Moi, j'ai pas de problème avec les gens qui pensent différemment de moi. Je suis un démocrate. La démocratie, il n'y a pas que des insoumis, Oui, il y a aussi non, François Hollande. mais je vais vous dire, il y a des gens très bien à gauche. Comment ont-ils pu se laisser entraîner là-dedans? Moi, j'ai beaucoup de considération pour un certain nombre de mes collègues de gauche, qui sont de bons parlementaires, qui pensent différemment de moi. C'est la démocratie, ce n'est pas grave. Par Et exemple on se combat. Mais je sais pas, Valérie Arbault, qui était vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui vient d'ailleurs de dire que le programme de la France, du Front Populaire, allait coûter 106 milliards d'euros. Glucksmann soutient, par exemple, j'ai de la considération pour des gens de gauche. Un jour, ils vont se réveiller en se disant comment on a pu se laisser entraîner et être associé à ces gens-là. Enfin, je veux dire, un moment... ça s'appelle un accord électoral. Non, ça s'appelle aller à la gamelle. Non, ça s'appelle le reniement d'un certain nombre de valeurs. D'ailleurs, regardez, avant, pendant la campagne des Européennes, M. Roussel, M. Faure n'avaient pas de mots assez durs contre Jean-Luc Mélenchon. Ils ont parfois dit des choses que moi-même je ne disais pas. Ils ont été extrêmement violents sur Jean-Luc Mélenchon. Et puis Jean-Luc Mélenchon, après les Européennes, a sifflé la fin de la partie. Ils sont rentrés à la niche pour obtenir quelques sièges. Ils seront minoritaires car ce sont les insoumis qui auront le plus grand nombre de sièges dans cette coalition. Eh bien, moi, je pense qu'il y a une menace pour notre pays, et je le dis avec beaucoup de sincérité. La France, c'est pas des chiffres, c'est pas un taux de TVA. La France, c'est pas un âge de départ à la retraite. Tout ça, on peut en débattre. Mais là, la menace qui pèse sur notre pays, sincèrement, elle va au-delà simplement... Pour être raisonnable, c'est vous la menace. Enfin, vous pouvez retourner le truc dans le sens, mais en tout cas, pour des gens comme moi qui ont 50 piges, la menace, c'est l'extrême droite. Et vous êtes toujours extrême droite. Mais parce que vos propos sur... déjà, vos propos sur l'immigration, vos propos sur les gens d'origine étrangère qui habitent en France, qui travaillent en France des années. C'est vous la menace. Non mais Bruno, donnez-moi des choses précises. Là, vous dites vos propos. Donnez-moi quelque chose de précis qui, à vos yeux, considère que nous sommes la menace. Nous avons des choix qui sont forcément très différents des vôtres. Nous assumons de proposer des choix politiques qui soient très différents. Mais dites-moi quelque chose de précis qui vous semble être une menace. Mais moi, j'entends, je peux entendre que quand vous nous dites que la France insoumise fracture les Français, mais vous avez fait ça pendant des années de fracturer les Français. Non, monsieur. Et aujourd'hui, vous êtes mis dans un beau couloir parce qu'on vous a donné aussi, vous a donné le tapis rouge. Quand on élit des gens comme Macron... Je comprends pas ce que vous voulez dire. Je vous demande de me donner des choses précises. Ça va être comme ça toute la journée, je pense. Non, mais des choses précises. Je vous dis, donnez-moi des choses précises. Et j'y réponds. Je suis d'accord pour répondre avec vous. La double nationalité, ce que vous avez dit... Non, c'est plus dans notre programme. C'est moi qui ai fait une erreur quand j'en ai parlé, qui a été corrigée par Marine Le Pen. Ce n'est pas dans notre programme. Non, dites-moi des choses précises de notre programme que vous considérez comme étant une menace. Je voudrais déjà lire votre programme. Parce qu'en fait, c'est vrai, monsieur, vous l'avez vu aux Européennes. Vous l'avez vu aux Européennes. Il faut reconnaître que votre programme, il change tous les jours. Il change et M. Bardella... Regardez, deux choses. On est en train de faire dériver les choses là. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas capable, Bruno, de me dire en quoi nous sommes une menace. En fait, il n'y a pas de... Vous agitez 2-3 fantasmes et il n'y a rien qui corresponde à la réalité. Ensuite, vous nous parlez du programme. C'est un oignon, votre programme, c'est ce que dit Gabriel Attal. Vous l'épluchez, on l'épluche, et puis finalement, on va finir par pleurer. On ne va pas prendre de leçons de Gabriel Attal. Vu l'état du pays, à un moment, avoir un peu de retenue quand on s'appelle Gabriel Attal. Quand j'ai vu les propositions qu'il fait ce matin pour notre pays, on a envie de dire, bon, calmez-vous, vous avez mis le pays dans cet état-là. Sincèrement, la tension qu'il y a aussi dans notre pays et dans cette campagne électorale, elle est quand même due à l'ingénieur du chaos qui est Emmanuel Macron. Oui, mais vous-même, vous avez du mal à rassurer, par exemple, les milieux économiques. Mais vous allez voir, parce que ce matin... Le patronat est inquiet, par justement, exemple. parce qu'il a pris des notes. Le patronat est toujours inquiet, de toute façon. Pas tous en même temps, parce qu'en plus, le programme économique, allez-y, Sébastien Chenu. Oui, le patronat, et ensuite Frédéric, allez-y, parce qu'il a pris des notes, notre prof d'éco. Oui, voilà, je veux dire, écoutez, j'essaie de voir clair dans votre programme économique, et ensuite revenons sur la menace qu'a évoquée Bruno, parce qu'on peut en parler. Donc, d'un côté, M. Bardella explique que ce qui va être important pour déterminer son programme, c'est de faire un audit auprès de la Cour des comptes. La Cour des comptes réclame des réductions de dépenses extrêmement importantes, qui vont jusqu'à 100 milliards.
De l'autre côté, Madame Le Pen explique qu'il faut un sérieux budgétaire, une trajectoire budgétaire pour faire en sorte de rétablir les comptes. Et de l'autre côté, vous expliquez que vous voulez dépenser à tour de bras, à la fois pour les EHPAD, pour des logements sociaux, en estimant que vous allez pouvoir récupérer des sous à la fois sur la politique migratoire d'un côté, et de l'autre côté, vous voulez vous montrer généreux sur la TVA, sachant qu'en plus, un taux de TVA, il va falloir voir avec l'Union européenne si c'est possible. Donc, vous voulez dépenser à tout va, tout en même temps expliquer que vous êtes capable de conduire la trajectoire budgétaire. Je ne suis même pas sûr que ce que vous voulez faire sur, par exemple, le prix du gaz arrive pour les Français, parce que je vous rappelle que le prix du gaz à 55% dépend de l'entretien du réseau et à 37% du prix du gaz sur les marchés mondiaux. Donc je ne sais pas comment vous arrivez dans un même programme économique à expliquer que vous allez contenir la dépense alors qu'on fait face à une procédure de déficit excessif de la part de l'Union européenne et en même temps dépenser à tout va de l'autre côté. Donc j'ai l'impression que dans votre programme, vous allez vendre en termes de pouvoir d'achat de la poudre de perlimpinpin aux Français. Alors bon, j'aimerais que vous nous c'est un peu, pardonnez-moi, monsieur, c'est un peu fouillé. Vous mettez un peu de tout, des choux, non, des carottes. On peut expliquer. Plusieurs logiques. D'abord, répondre sur les marchés, vous dites les milieux économiques sont inquiets. Mais les milieux économiques n'attendent pas qu'on pressure la France populaire, qu'on lui en fasse baver, qu'elle ne sache plus comment compter, boucler les fins de mois. Ils n'attendent pas ça, les milieux économiques. Ils attendent une politique de cohérence. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? On a un État qui prélève beaucoup. En France, on paye beaucoup d'impôts, qui redistribue mal et qui, parce qu'il redistribue mal, a ouvert des tas de guichets, c'est-à-dire à distribuer des chèques qui ont pesé énormément sur les finances publiques et qui n'ont rien résolu fondamentalement. Donc nous, on veut sortir de ça. On a dit, l'objectif, il est de 5,5%, je crois, de déficit. C'était ça, l'objectif négocié par le gouvernement avec l'Union européenne. On est prisonnier de cela et on est prisonnier de l'ardoise qui nous est laissée. On est d'accord là-dessus. On n'est aucunement responsable des 1000 milliards d'euros de dette. Oui, on n'est pas responsable. Oui. On hérite de tout ça. Non, mais d'accord, mais on peut dire on s'en lave les mains. Oui, mais vous acceptez les règles. J'y arrive. Non, mais d'accord, mais monsieur, okay. J'y arrive. Mais enfin, admettez, reconnaissez avec objectivité que le Rassemblement national n'a aucune responsabilité dans l'addition qui est livrée et dans la situation que vivent nos compatriotes. Demain, nous voulons avoir des choses qui soient cohérentes. D'abord, des mesures de pouvoir d'achat qui soient urgentes et efficaces. L'annulation de hausse du prix du gaz, elle se fait, celle-ci, puisqu'elle est prévue au 1er juillet, plus presque 12% de prix du gaz, elle peut être annulée par un simple décret. Ça, c'est une décision du Premier ministre. Nous nous y sommes engagés, nous allons le faire. Nous avons des mesures de pouvoir d'achat, bien entendu, de baisse de TVA. Bien entendu qu'à côté, nous avons évidemment imaginé les financements. Je vous donne un exemple. Nous sommes, par exemple, pour une taxe sur les surprofits. Pas pour les profits. Les entreprises doivent faire des profits, c'est normal. Elles font parfois des surprofits. Par exemple, la grande distribution, pendant le Covid, c'était pas dû à sa stratégie d'entreprise. Ils ont profité du fait que les petits commerces alimentaires fermaient. Tout le monde s'est rué donc dans les grands centres commerciaux. Ils ont fait des surprofits. Eh bien, nous allons leur demander une contribution supplémentaire. Dans le temps, ce sera pas évidemment pour toujours, mais dans le temps, nous allons leur demander, parce qu'ils ont engrangé beaucoup d'argent, une contribution supplémentaire. Pareil pour les énergéticiens. 300 milliards, rapport de la Cour des comptes, vous l'avez donné, 30 milliards de bénéfices pas indus, mais en tous les cas, les énergéticiens ont empoché 30 milliards de bénéfices supplémentaires. Eh bien, nous allons leur demander également de faire un effort pour nous permettre, nous, de baisser la TVA pour les Français. Vous voyez ces mesures-là. Et je donne aussi un autre exemple, parce que ça a été fait en Portugal, et qui n'est pas un gouvernement qui ressemble au Rassemblement national. Ils ont pris une mesure de baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, notamment dans l'alimentaire. Eh bien, qu'est-ce que ça a eu comme répercussion ? Ils l'ont reconduite. Là, il y a quelques semaines, ils ont reconduit cette mesure. Ça a fait baisser l'ensemble, non pas uniquement des produits de première nécessité, l'ensemble des produits. Parce que vous voyez bien que chez Leclerc, ils sont en concurrence avec Carrefour, je cite des marques, mais évidemment, ils vont s'ajuster. Donc, nous ne sommes pas des gens irresponsables. Nous considérons qu'il y a les grands chantiers. Vous n'allez pas aggraver la dette ? Non, on va essayer de la faire reculer, parce que nous avons considéré, c'est dans notre programme, que une dette, ça doit se payer. Je rajoute que M. Mélenchon a dit que la dette, lui, s'en laver les mains. Mais si on ne paye pas la dette, qu'est-ce qui se passe ? On ne peut plus emprunter. Si on ne paye pas la dette, qu'est-ce qui se passe ? C'est le PIB qui va baisser. Si on ne paye pas la dette, qu'est-ce qui se passe ? Un moment, c'est l'épargne des Français qui va être mise en contribution. C'est là où l'extrême gauche représente un danger. Donc nous, on est des gens responsables. Aucun impôt n'augmentera. Aucun. Non. Et hormis les surprofits, rien. Je vous ai donné des exemples d'une fiscalité qui pourrait être alourdie pour des grandes entreprises qui ont fait des surprofits. Vous pouvez dire que ce sont peut-être effectivement c'est une contribution qu'on leur demande, un effort qu'on va leur demander. Les impôts n'augmenteront pas.
Non, mais pour les Français, non. Non, mais regardez. Si la procédure pour déficit excessif est confirmée, l'effort budgétaire que ça va représenter pour la France pour les 4 années à venir, c'est 15 milliards annuels. Donc, c'est 15 milliards annuels d'efforts. Donc 15 milliards d'annuels. Donc c'est-à-dire c'est 15 milliards d'efforts annuels, etc. Et donc concrètement, sur quoi c'est quoi les leviers, où vous les faites ces 15 milliards comment dire, vous avez raison, monsieur. J'ai un chiffre très facile à trouver, à aligner, qui est celui qu'a sorti Gabriel Attal lorsqu'il était ministre des Comptes publics. Il a été un éphémère ministre des Comptes publics. Il avait dit qu'il y a 10 milliards d'euros à aller chercher dans la fraude fiscale et sociale. Il y a 10 milliards d'euros à aller chercher, même si on ne rattrape pas tout. Parce que c'est pas toujours simple. Il y a 10 milliards d'euros, dixit Gabriel Attal, à aller chercher dans la fraude. Vous avez déjà une piste. Je vous ai parlé de contributions supplémentaires pour les surprofits. Je pourrais parler de la taxe sur les rachats d'actions. Il se trouve que le gouvernement avait imaginé avancer sur ça. Nous, on l'aurait suivi s'il était allé sur ça. La taxe sur les rachats d'actions, ça permet tout simplement à ce que ça incite les entreprises à réinvestir dans leur outil et pas simplement à se racheter les actions entre elles. Oui. Là aussi, on a des marges. Et vous voyez que les 15 milliards, on est déjà plus très loin. Et puis il y a le tabou. Gauche, ça. Et puis il y a le tabou de l'immigration, du coût de l'immigration qui va faire hurler certains, mais il y a là aussi, un programme de gauche. Il y a là aussi il y a que des taxes, des milliards d'euros. Il y a des taxes sur les profits, des taxes sur les rachats d'actions. Je vous ai indiqué, je vous ai indiqué que l'effort que nous demandions était à ceux qui faisaient des surprofits, que nous soutenons au contraire les entreprises. Nous avons une politique qui est nécessaire. Il sera nécessaire de réunir d'ailleurs les partenaires sociaux, et en tous les cas les entreprises, qu'on a imaginé avec les PME, les TPE. C'est celle d'augmenter les salaires de 10% en échange du gel des cotisations patronales. C'est une mesure qui rencontre l'adhésion des petites boîtes. Pas la hausse du SMIC, parce que la hausse du SMIC, ils ne peuvent pas l'absorber, tout le monde le sait. Et puis si vous augmentez le SMIC à 1 600 €, ça veut dire que les gens qui aujourd'hui sont à 1 600 € se retrouvent au SMIC. Et comment vous faites, comment les boîtes font pour payer? Elles vont augmenter, évidemment, ce qu'elles vendent. Mais parce que ça ne tient pas. Mais regardez, je vous donne l'exemple d'un boulanger. Le boulanger, son ouvrier boulanger, il va l'augmenter à 1 600 €. Comment il fait? Ça lui coûte 3 200 €. Donc il va augmenter le prix de ce qu'il vend, le prix de sa baguette, le prix. Enfin, vous vous rendez compte que c'est inflationniste. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Oui, mais alors, hop, pause. Et on se retrouve dans un instant avec ces. Du fait du timing imposé par M. Macron, nous vivons une campagne législative express dans un climat éruptif, puisqu'on sortait d'une élection, ce qui est extrêmement rare de faire une dissolution, c'est même unique. C'est la première fois qu'on fait une dissolution post-électorale, donc c'est quand même le camp politique, le champ social était déjà électrisé par cette campagne européenne. Et on se rend compte là qu'il y a une certaine violence dans les débats que vous subissez peut-être aussi, vous, que vous sentez sur le terrain quand vous allez tracter, militer, etc. Est-ce que vous n'avez pas l'impression justement que dans cette campagne express, où beaucoup de peurs sont agitées, où beaucoup de grands mots sont lancés, ça ne va pas électriser la France encore plus et que la France qu'on va retrouver post-7 juillet ne va pas être encore plus éruptive qu'elle ne l'était. Donc, après que M. Macron soit un pompier pyromane, c'est ce que je pense personnellement, mais au-delà des considérations de ce qu'a fait et de la stratégie et de la tactique catastrophique de M. Macron, est-ce que vous ne craignez pas, si vous êtes aux commandes, d'avoir à gérer une France éruptive, en grande partie à cause de ces campagnes électorales successives qui ont été très violentes? Vous savez, ça me fait penser à ce qu'écrivait Paul Valéry, qui écrivait « La France tombe, mais toujours se relève de sa grandeur ». Notre pays va surmonter ces difficultés. Notre pays a fait de grandes choses, en fera d'autres. C'est un moment difficile dans la vie démocratique de notre pays. Il faut aussi revenir à des choses plus simples. Nous sommes dans une démocratie, nous votons, nous sommes opposés parfois les uns aux autres, parfois durement, mais à la fin, nous sommes français. Tous, parfois dans les plus grandes oppositions que nous pouvons avoir, nous sommes tous français et nous avons, je le crois, l'envie que notre pays dépasse cela. En tous les cas, nous, c'est ce que, avec beaucoup de sincérité, on va essayer d'unir les Français au lendemain de cette élection législative si ils nous font confiance. Mais si vous n'avez pas la majorité absolue le 7 juillet, et surtout si la LFI bordélise la rue, comment faire? Le 7 juillet, qu'est-ce que vous faites? Mais Jordan Bardella l'a dit, nous demandons à nos électeurs de nous donner une majorité absolue pour pas
se retrouver. Jordan Bardella a dit « Je n'irai pas gérer un pays dans lequel il n'y a pas de majorité pour faire aboutir les propositions qui sont les nôtres. » Parce qu'on ne peut pas dissoudre tous les 4 matins. D'accord, mais ça c'est la faute de Macron. Attendez, qu'est-ce qui va se passer alors ? Nous, c'est assez simple. Nous avons gagné les élections européennes. Le président a dissous. Nous sommes devant les Français avec nos candidats et nos propositions. Nous demandons aux Français une majorité absolue pour faire aboutir nos propositions. Nous avons ouvert nos bras à ceux qui voulaient travailler avec nous. Une partie des Républicains derrière Éric Ciotti sont venus. Des Français parfois de gauche sont venus. Moi, j'ai un candidat de la gauche souverainiste dans le Nord. Vous n'avez pas de majorité absolue, ce qui est une hypothèse. Donc en fait, vous refusez d'aller à Matignon. Mais c'est le président qui nomme le président de la. Et donc on est dans une crise de régime, c'est-à-dire qu'on a une situation bloquée. Il y aura un gouvernement d'experts, c'est ça ? Surtout qu'il ne peut pas redissoudre avant. Absolument. Eh bien, le président prendra les décisions qu'il croit vouloir ou pouvoir prendre. Nous, on veut faire aboutir les propositions qui sont les nôtres et nous demandons aux Français de nous donner la majorité. Alors la situation n'est pas la même si on est à 2 sièges d'une majorité absolue ou à 50 sièges, évidemment. Mais nous demandons aux Français de nous donner la force, de nous donner une grande majorité pour pouvoir ne pas se retrouver dans les situations que nous avons connues. Je termine mon raisonnement, parce que je vais continuer sur ça précisément, parce que c'est peut-être là votre faiblesse, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'alliés, vous n'avez pas les moyens. On en a aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez Éric Ciotti, combien de troupes? Si vous manque 10 à 15 sièges, on va dire. Oui, mais regardez. Est-ce que vous pensez que vous récupérez certains LR notamment ou des centres droits qui pourraient venir vers vous? Je pense que la situation après les élections est différente d'avant. Il y a des gens de bonne volonté, il y a des gens qui ont envie que le pays se redresse, qui à un moment diront on vous accompagnera sur un certain nombre de propositions, peut-être pas sur toutes, mais on ne laissera pas le pays dégringoler. Moi, j'ai confiance dans les Français. Je pense qu'on aura la majorité. Je pense que les Français vont nous donner la majorité parce qu'ils veulent, ils ne veulent pas que les choses se bloquent dans le pays. Les Français veulent que ça avance. Ils sont pleins de bon sens, les Français, hein, vous savez. Ils veulent que ça avance, ils veulent pas le chaos. Ils n'avaient pas donné une majorité à Emmanuel Macron après l'avoir réélu. Mais on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Emmanuel Macron a été réélu quelque part par dépit, par défaut. On n'est pas du tout dans le même cas de figure. Nous, on dit aux Français, prenez votre courage à deux mains, donnez-nous cette majorité, avançons, ne subissons pas le chaos. L'ingénieur du chaos, c'est Emmanuel Macron. Les artisans du chaos, c'est la France insoumise et le Front populaire. Donnez-nous cette majorité, donnez de la stabilité au pays. Avant cela, il y aura un deuxième tour, il y aura peut-être des triangulaires, mais il y aura surtout des duels. Et sans doute, il y aura des duels entre le nouveau Front populaire et vous. Qu'allez-vous dire aux électeurs macronistes? Votez utile. Voter utile, éviter le chaos pour le pays. Vous n'êtes pas d'accord? Le Front républicain, c'est de faire barrage au nouveau Front populaire. Les barrages, dans la vie, ceux qui les ont agités ou montés pendant des années, eh bien, un jour, ils se retournent contre eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'effectivement, le barrage républicain, le barrage démocrate, le barrage du bon sens, c'est d'empêcher l'arrivée d'une extrême gauche violente dans notre pays, majoritairement. Donc, c'est ça l'enjeu demain. Vas-y, Fred. C'est curieux parce que d'un côté, vous regrettez la caricature qu'on fait de votre mouvement, mais à l'inverse, vous caricaturez celui d'en face. C'est-à-dire l'extrême gauche en disant que c'est des violents qui vont conduire au désordre. Non, je vous ai dit tout à l'heure l'inverse, monsieur. Je vous ai dit qu'il y avait des gens de bon sens, des hommes et des femmes parfaitement respectables à gauche, qui se sont laissés entraîner parce que je pense que l'artisan de cette violence, verbale et parfois physique, c'est la LFI. Or, ce sont eux qui dominent aujourd'hui le camp de la gauche. Et pourtant, il y a des braves gens dans la gauche, il y a des gens respectables, mais ils sont désormais pieds et poings liés. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui tire les ficelles derrière, comme un incroyable marionnettiste. Tout le monde l'avait enterré au moment des Européennes. Tout le monde a dit, mais c'est impossible, Jean-Luc Mélenchon. J'entendais même, mais si c'est Jean-Luc Mélenchon contre Marine Le Pen au présidentiel, ce sera 60-40. J'ai jamais cru à cette fable. J'ai toujours pensé que les choses seraient beaucoup plus difficiles. Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon tire toutes les ficelles, fait monter les uns, fait monter les autres, se frotte les mains, regarde ce qu'il a construit, j'allais dire politiquement, intellectuellement, depuis des années, se mettre en place. Et le piège se referme sur des braves gens de gauche qui, pris par quelques idéaux, se retrouvent pieds et poings liés à la France insoumise, qui, je le répète, n'est pas, à mes yeux, un parti politique comme les autres. Mais dans son interview qu'il a donnée aux Parisiens, on a noté que Jordan Bardella était dans un langage beaucoup plus pragmatique et réaliste. Par exemple, sur les expulsions, il a dit qu'il faudra des expulsions d'étrangers, il faudra lever les obstacles administratifs. Là, par exemple, sur la retraite, il dit on regardera d'abord les carrières longues. Donc, est-ce que vous n'êtes pas rattrapé quand même par le principe de réalité? C'est-à-dire, quand on est dans l'opposition, on dit on va faire ci, on va faire ça.
Et puis ensuite, que ce soit sur les expulsions ou sur la retraite, vous vous rendez compte, ce ne sera pas aussi facile que vous le laissez entendre. On n'a jamais dit que ce serait facile, et redresser le pays dans l'état où il est n'est pas un exercice facile. On n'a jamais dit ça. En revanche, on s'attaquera au tabou de l'immigration comme personne ne s'y est jamais attaqué. Bien sûr. Aujourd'hui, on il y a des recours, il y a l'administration, il faut changer des pans de la loi aussi, M. Chenu. Vous avez été vice-président de l'Assemblée nationale, député. Je vous donne un exemple. Édouard Philippe nous dit il faut abolir le traité qui nous lie à l'Algérie, le traité de 68 qui nous lie à l'Algérie et qui permet à l'Algérie d'être un peu dérogatoire finalement du droit en matière de migration, qui permet plus de facilité pour les Algériens à immigrer en France. Il nous dit qu'il faut faire ça, mais Édouard Philippe a été Premier ministre pendant 2 ans. Eh bien nous, on va s'attaquer à ça. Voyez-vous, nous, on va s'occuper effectivement de ce traité. On va regarder ça. Il y a des mesures... On va le regarder. On va s'attaquer à ça, je viens de dire. On va regarder, on va s'y mettre. Oui. Ils ne s'y sont jamais mis. On va se coller à ça. Ouais. Ils n'ont jamais eu le courage de le faire. Ça fait augmenter le prix du gaz, tout ça. Vous êtes non, mais vous savez, les relations avec l'Algérie sont pas formidables. D'ailleurs, ni avec le Maroc, puisque Emmanuel Macron a réussi, c'est pas le but, Emmanuel Macron a réussi à nous fâcher avec à peu près tous les pays du Maghreb. Mais nous allons nous attaquer au sujet auquel ils ne se sont jamais attaqués. Et pourquoi ? Parce que nous sommes motivés. C'est pour ça que je vous dis, il y a s'y attaquer et ensuite obtenir des résultats. Si les Français vous emmènent au pouvoir, c'est obtenir tous ces résultats qui n'ont pas été obtenus jusqu'à présent. C'est notre but. Mais s'y attaquer, ça ne veut pas dire forcément y arriver. Marchal, je le dis, nous sommes contraints et obligés d'avoir des résultats. Les Français ne nous pardonneront pas de ne pas avoir de résultats. Et précisément pour lutter contre l'influence de l'islam politique qui d'abord pénalise et vient cibler nos compatriotes musulmans, mais du coup aussi menace l'intégrité de la communauté nationale. Est-ce que vous comptez aller au bout du projet de l'interdiction des frères musulmans en France? Oui, madame, nous devons aller au bout de cela. Nous devons définir ce qu'est l'islamisme et en interdire ces représentations politiques. Les frères musulmans ne doivent pas exister dans notre pays. Donc il va falloir faire un sacré travail parce qu'il y a eu énormément de clientélisme électoral. Oui, à droite comme à gauche. À droite comme à gauche, il y a aussi la question des OQTF qui, à mon avis, énerve les Français quand ils ne comprennent pas pourquoi des gens qu'on ne veut plus sur notre territoire, finalement, n'arrivent pas à les expulser. Quelle sera la recette magique du Rassemblement national? On voit que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas les laissez-passer consulaires, parce que les pays ne veulent pas récupérer ces gens-là, on peut le comprendre aussi. Et donc, la situation semble un peu bloquée. Eh bien, je vous ai parlé des accords 68 avec l'Algérie, nous allons aussi procéder à la révision du nombre de visas que nous accordons à ces pays. Et nous allons leur dire, si vous ne reprenez pas des étrangers délinquants dans votre pays, qui sont là sans titre ni possibilité de se maintenir sur notre pays, eh bien, nous allons revoir la politique que nous avons dans la délivrance de visas avec votre pays. Vous dites, et Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous sommes prêts. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement est quasiment déjà formé? Non, parce que nous ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est dans 15 jours. Nous avons beaucoup de gens qui se manifestent de très bon niveau pour travailler avec nous dans tous les domaines. Nous sommes des gens responsables. Je crois que vous avez pu voir dans les 89 députés des gens émerger, devenir des spécialistes de politique du logement, de politique de l'énergie, de politique d'agriculture. Donc, ils deviendront peut-être plus connus des Français en entrant dans une certaine forme de lumière médiatique, en assumant des responsabilités ministérielles. Je vous rappelle que lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé, personne ne connaissait Muriel Pénicaud, Françoise Nyssen, Agnès Buzyn. On les a découverts dans la lumière de leurs fonctions. Eh bien, nous avons des hommes et des femmes qui sont destinés. On les a oubliés, et tant mieux d'ailleurs. Et vous-même, une question plus personnelle, est-ce que c'est le perchoir que vous visez? Moi, je ne vise que le redressement de notre pays. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Je ne vais pas vous faire de langue de bois. Oui. Moi, je suis à la disposition de Marine Le Pen. J'ai envie de participer à cette... la présidence de l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. J'ai envie de participer au redressement de notre pays. Jordan Bardella, s'il a envie de me proposer une fonction gouvernementale, il me la proposera, je l'assumerai. Si Marine Le Pen souhaite que je fasse autre chose, je le ferai. En attendant, mon sort, il est dans la main des électeurs du Denésy et c'est vers eux que je me tourne. Question aussi sur... Alors, Barbara l'a un peu posé cette question, mais sur si vous arrivez au pouvoir le 7 juillet, il y aura forcément des manifestations, peut-être même des grèves. La CGT s'engage, vous l'avez vu, vous l'avez entendu. C'est la première fois d'ailleurs que dans un premier tour, la CGT choisit de voter pour des candidats précisément. Donc derrière, on peut imaginer, même s'il y a les JO, des mouvements sociaux importants, peut-être même de la violence. Est-ce que finalement voter RN, c'est pas voter le chaos le 8 juillet? Je crois que les choses ne se passent jamais comme on les imagine. Et d'ailleurs, la meilleure réponse, c'est celle qui surgit le soir des élections européennes. Personne n'avait imaginé la dissolution du président de la République. Les Français sont pleins de bon sens.
plein de sens des responsabilités, y compris d'ailleurs les syndicalistes qui n'ont pas envie de voir le pays s'arrêter, se bloquer. L'image de la France, c'est important aussi. Et je pense que les Français, même en désaccord avec nous, n'ont pas envie de voir le pays s'écrouler. C'est à l'étude, ça, dans les syndicats, une espèce de grève générale, si le Rassemblement l'emporte ou pas, Bruno Poncet? Et moi, je l'ai fait cette semaine. En ce moment, on est en train de differ pour emmener les gens voter. Après, on espère tous qu'ils vont voter des idées qui nous correspondent plus à nous, mais on les envoie voter. Est-ce que c'est le rôle des syndicats, ça, sincèrement? Je sais pas. Est-ce que c'est le rôle à l'époque du Front National de vouloir créer des syndicats? Oui, rappelez-vous. Oui, mais vous l'avez pas fait. Mais c'était. J'étais même pas au Rassemblement national. Je veux dire, est-ce que le rôle d'un syndicat, c'est de faire de la politique politicienne et c'est pas simplement de défendre les travailleurs? Mais là, on parle de civisme. Non, mais nous, on dit pas d'aller voter. On dit juste d'aller voter. Là, moi, mon syndicat n'a pas pris position pour voter pour un parti. Mais je vais vous dire, il y a les syndicats, il y a leur encadrement, il y a les gens qui sont à leur tête, et puis il y a les travailleurs qui sont syndiqués et qui parfois, je peux vous le dire, sont très très éloignés dans leur vote des messages qu'ils reçoivent des dirigeants, un peu comme... Dans ce cas-là, ils quittent le syndicat. Tu n'as pas répondu à ma question. Je te demandais justement, est-ce qu'il n'y a pas le scénario d'une grève générale qui est à l'étude? Moi, j'ai entendu un syndicaliste dire, si le nouveau Front populaire est élu, on fera comme en 1936, on organisera des grandes grèves pour les forcer à mettre en œuvre leur programme. Donc déjà, certains syndicats sont déjà prêts à faire grève, même si c'est le Front populaire qui est le nouveau machin qui gagne. Non, mais à un moment donné, il faut se détendre. Moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est un jour sans fin. Moi, je me rappelle quand Mitterrand a été élu grâce aux communistes, ça y est, les chars russes rentraient dans Paris. Et là, maintenant, vous entendre, c'est les barbus. Alors, les barbus vont prendre le pouvoir. Il n'y a rien à craindre du RN, alors si c'est comme pour les Mitterrand. Non, je suis en train de te dire que là, quand tu parles du Front populaire, t'as c'est les barbus qui vont être là. Une dernière question. Vous avez dit, si on arrive au pouvoir, on privatise l'audiovisuel public. C'est-à-dire vous privatisez tout. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'audiovisuel public, c'est 14 chaînes de télé, de radio. Non, on réduit ce périmètre qui coûte très cher. Là aussi, on demande un effort à l'audiovisuel public. C'est près de 4 milliards d'euros, l'audiovisuel public dans notre pays. Vous l'avez dit, c'est un immense, quelque part, empire. Il y a des chaînes de télé et de radio en nombre important. C'est France 2, par exemple, vous privatisez France 2 Je pense qu'effectivement, il faut garder un audiovisuel public. Il y aura toujours un audiovisuel public dans notre pays. Par exemple, l'audiovisuel public de l'extérieur, me semble nécessaire pour la voix de la France 24, à l'étranger, ça me semble nécessaire. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un grand pays moderne, nommer des patrons de chaînes de télé, c'est sincèrement nommer, est-ce que le pouvoir politique qui nomme des patrons de chaînes de télé, ça a du sens? Sincèrement, j'imagine que si le Rassemblement national arrivait au pouvoir et qu'on nommait des patrons de chaînes de télé, les hurlements. Donc oui, nous considérons, c'est une chaîne privée, vous faites allusion à CNews, nous parlons de l'audiovisuel public. Bruno, la sincérité, c'est une stratégie. C'est ce qu'écrivait Jean Anouilh. Donc quand on est sincère, il faut aller jusqu'au bout des choses. Donc oui, nous demanderons à réduire le périmètre de l'audiovisuel public, mais il restera un audiovisuel public. France 2 oui, France Télévisions, en tous les cas, ou Radio France seront mis à contribution. Bien sûr, un peu d'oxygène. Merci Sébastien Chenu. Estelle Denis, s'il vous plaît, le débat continue sur RMC.